Bienvenue à tous. Je suis en Chine avec mon bon ami Carlos Martinez de Friends of Socialist China. Nous sommes ici à Chengdu, dans la partie ancienne de la ville. C'est magnifique avec ses bâtiments anciens, mais c'est devenu un véritable centre commercial, très animé. Donc, nous sommes ici à Chengdu. Carlos, parlons de l'état du monde en ce moment. Tu viens du Royaume-Uni, ou peut-être devrions-nous dire d'Angleterre, de Grande-Bretagne. Vous avez reconnu la légitimité du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, puisque nous soutenons évidemment l'indépendance de l'Irlande. Évidemment, évidemment. Et je viens des États-Unis. Et bien sûr, nos pays sont au centre, essentiellement, des guerres et des conflits les plus importants, les plus intenses et les plus destructeurs en ce moment, que ce soit en Asie de l'Ouest, à Gaza, au Yémen, ou dans ce que fait Israël, soutenu par les États-Unis et le Royaume-Uni. L'Ukraine, bien sûr, est une saga qui se poursuit. Le Royaume-Uni a été au cœur des efforts visant à prolonger cette guerre. Et bien sûr, il y a la Chine. Nous sommes ici en Chine. Et à la fois les États-Unis et le Royaume-Uni sont au centre d'une propagande belliciste anti-chinoise. Alors Carlos, en te basant sur ton travail, sur ce que tu fais et sur ce sur quoi tu te concentres, qu'as-tu à dire? Tu es allé plusieurs fois en Chine. Quelles sont tes conclusions à propos de tout cela? En termes de géopolitique à grande échelle, il est vraiment intéressant de réfléchir au contraste entre notre origine, l'Occident, et la Chine. Ce sont comme des pôles opposés. Je pense qu'on peut en quelque sorte revisiter ce que Rosa Luxemburg disait il y a un siècle à propos des choix de l'humanité. Les deux voies, dont l'une est plus barbare. Et c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'échelle mondiale. Nous pouvons suivre la voie de la Chine ou celle de la communauté mondiale. La Chine favorisant un développement pacifique, un développement durable, une grande attention portée aux énergies renouvelables, à la biodiversité et à la durabilité, ainsi qu'à la résolution pacifique des conflits, avec un engagement inscrit au niveau constitutionnel en faveur de la paix. On peut le voir dans les efforts de la Chine pour favoriser la réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran. On le voit aussi dans la médiation chinoise entre les 14 factions palestiniennes et la déclaration nationale. On le constate également dans les initiatives de la Chine avec le Brésil et l'Union africaine, cherchant à négocier la paix et à éviter les conflits. Et puis, on peut comparer cela à l'implication des États-Unis, qui consiste à semer la misère, la guerre, l'inégalité et la pauvreté à travers le monde. Tout cela au nom de ce soi-disant projet pour un nouveau siècle américain qui n'aboutit à rien. Tout le monde sait que nos classes dirigeantes ne savent pas écrire, mais elles s'obstinent dans ce genre de tentatives désespérées de projeter leur hégémonie dominante du XXe siècle dans le XXIe. Elles semblent plutôt satisfaites de continuer à dominer le monde, plutôt que d'accepter cette trajectoire vers la multipolarité, la paix, la souveraineté, la durabilité et la recherche par différentes nations de leur propre voie de développement, de leur propre place dans l'avenir. Donc oui, c'est merveilleux comme toujours d'être en Chine. C'est mon 6e voyage. Et toi? 5, je crois. 5, oui. Tu y es allé une fois de plus. Oui. Je veux dire, c'est un endroit vraiment intéressant en fait, ici à Chengdu. Bien sûr, Chengdu, comme toutes les villes chinoises, est très moderne. Mais un grand objectif pour la Chine en ce moment, c'est l'état-civilisation, comme le dit Jiang Weiwei. Une forte mise en avant de l'histoire et de la tradition à travers le processus de modernisation. Et cela en fait partie intégrante. Donc tu vois, je vais juste faire un petit tour, les Yutong, les vieilles structures, et un Dairy Queen juste derrière nous. C'est très animé ici. Beaucoup de gens profitent de la vie en plein milieu de la semaine. Et je dis souvent que chaque fois que je suis en Chine,
La vie quotidienne ici reflète profondément le système global que la Chine projette, à la fois à l'intérieur du pays et à l'étranger. Je veux dire, la politique étrangère de la Chine. Tu réfléchis sérieusement à un nouveau livre sur la politique étrangère chinoise et ses comparaisons. Le monde actuel, on peut même le constater, et je plaisantais avec toi tout à l'heure, le South China Morning Post, qui n'est pas toujours considéré comme un média pro-chinois basé à Hong Kong, a aujourd'hui du mal à dire des choses négatives sur la Chine, parce que celle-ci, en substance, prit toutes les bonnes décisions face à l'agression économique des États-Unis. Et son approche des conflits, comme celui en Ukraine, ou de ce qui se passe en Asie occidentale, est tout simplement fondamentalement différente de celle des États-Unis. Je veux dire, je pense qu'on peut voir que même parmi les jeunes, en Occident, comme à Londres, mon fils a 16 ans, et lui et tous ses amis ont vu cette vidéo TikTok de Victor Gao devenue virale. Vous savez, où il dit que la Chine existe depuis 5000 ans, mais que pendant la majeure partie de ce temps, l'Amérique n'existait pas et que tout allait bien, etc., etc. Nous allons riposter contre les tarifs douaniers, quoi qu'il en coûte. Et cette idée a un immense soutien populaire. Cette idée que la Chine a le droit de riposter contre l'hégémonisme américain. Et cela coïncide avec une période où les gens ont tellement perdu confiance dans le récit dominant, comme si l'hégémonie impérialiste et mondiale s'effondrait à un point tel, surtout parce que nos gouvernements soutiennent, parrainent, financent, arment et offrent une couverture diplomatique à un génocide. Tout le monde le sait, tout le monde peut le voir. Nous pouvons voir sur nos téléphones portables qu'un génocide est en cours. Mais ensuite, nos gouvernements nous disent, et nos médias nous disent, qu'il n'y a pas de génocide. La dissonance cognitive que cela engendre fait que nous avons complètement perdu confiance dans le récit dominant. Et on peut comparer cela au Xinjiang, où nos gouvernements et nos médias nous disent qu'un génocide est en cours, alors qu'ils sont absolument incapables de produire la moindre preuve pour étayer cette affirmation. Je pense que, vous savez, les gens commencent à voir à travers les récits. Et le fait qu'ils puissent comprendre ce qui se passe à Gaza signifie qu'ils remettent en question le récit concernant l'Ukraine, qu'ils remettent en question le récit concernant la Chine. Pendant ce temps, vous savez, la Chine fait toutes ces choses positives en matière de politique actuelle. C'est incontestablement la seule superpuissance mondiale des énergies renouvelables. Beaucoup de jeunes, en particulier, sont très concentrés sur les questions environnementales. Et ils voient que lorsqu'il s'agit d'énergie renouvelable, de véhicules électriques, de transport électrique en général, de développement de l'hydrogène, de protection de la biodiversité et de reforestation, la Chine est largement en tête. Ce n'est même pas une question. La Chine est responsable d'environ 50% de toute la production mondiale d'énergie renouvelable. Et grâce à son innovation et à ses économies d'échelle, elle a fait baisser les prix mondiaux d'environ 70 ou 80%. Oui, si vous êtes en Afrique, disons au Mali, et que vous souhaitez construire une nouvelle centrale électrique, il est plus rentable de choisir le solaire plutôt que le pétrole ou le gaz. Et cela résulte presque exclusivement des investissements et de l'innovation de la Chine dans ce domaine. Ils produisent donc, à grande échelle, des biens publics mondiaux pour l'humanité, et les gens le voient. Il n'y a rien à cacher. Ainsi, tout ce discours anti-Chine est bien moins efficace qu'il ne l'était auparavant. C'est intéressant, car beaucoup de personnes pourraient regarder cette vidéo. Des détracteurs qui diraient « Oh, eh bien, vous n'êtes qu'un agent du PCC, entre guillemets, et que vous passez simplement sous silence tous les aspects négatifs. » Et il y a aussi des gens qui pourraient regarder cela et dire « Eh bien, la Chine ne fait en réalité pas grand-chose dans ces domaines, surtout à l'échelle mondiale, sur la scène internationale. » Bien sûr,
De nombreux spectateurs ici s'inquiètent de l'avenir de l'Asie occidentale, de l'avenir de la Palestine, ainsi que de celui de l'Europe. Et, en ce qui concerne l'Ukraine, du conflit russo-ukrainien, que beaucoup craignaient de voir dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Et nombreux sont ceux qui affirment que la Chine n'en a pas fait assez. La Chine n'en fait pas assez. Que répondez-vous à cela? C'est intéressant, car lorsque nous observons l'équilibre mondial des forces, les relations qui évoluent à travers le monde, je vois une grande partie du monde, du moins la partie qui compte vraiment aujourd'hui, se détourner de l'Occident pour se rapprocher de la majorité mondiale. Et il semble que beaucoup de cela tourne autour de la Chine. Que pensez-vous de ceux qui estiment que la Chine n'est pas aussi affirmée qu'elle devrait l'être? Écoutez, ce n'est pas vraiment à moi, ni à quiconque en dehors de la Chine, de déterminer la politique étrangère de la Chine. Est-ce que la Chine en fait assez concernant Gaza? Est-ce que je serais très heureux de la soutenir si la marine de l'Armée populaire de libération imposait un blocus à Israël? Bien sûr, à 100%. Mais le principe de la politique étrangère chinoise, c'est qu'elle adhère très strictement au droit international, aux Nations Unies, au principe de coexistence pacifique. Et cela signifie qu'elle n'imposera pas de sanctions de manière arbitraire. Vous savez, elle n'a pas imposé de sanctions à Israël. Et beaucoup de gens à gauche, à juste titre, disent « Eh bien, pourquoi la Chine ne sanctionne-t-elle pas Israël, étant donné le génocide qu'ils commettent ?» Et la position de la Chine est « Nous participerons à des sanctions si elles sont légales, si elles sont approuvées par le droit international, si elles ont été ratifiées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. » Et la raison pour laquelle la Chine n'a pas imposé de sanctions, c'est qu'elle a ainsi une justification pour ne pas en imposer à la Russie, n'est-ce pas? Les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Union européenne et l'Australie ont tous imposé des sanctions unilatérales contre la Russie. Ces sanctions sont en réalité illégales, car une sanction n'est légitime que si elle constitue une forme de représailles légale ou si elle est approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU. La Chine dit donc « Nous respectons le droit international. Par conséquent, nous n'allons pas sanctionner la Russie. » Et le fait que la Chine n'ait pas sanctionné la Russie a évidemment constitué une bouée de sauvetage économique pour celle-ci. Oui, à un moment où elle a été exclue de l'ensemble du système financier fondé sur le dollar. Et la Chine considère que notre futur monde multipolaire sera fondé sur les principes du respect mutuel et de la Charte des Nations Unies. Oui, et peut-être qu'on peut simplement faire demi-tour, parce qu'en fait, on est en train de sortir par la sortie ici. Mais c'est une foule. Je veux dire, c'est absolument bondé. On est en milieu de semaine. Il est environ 4 heures de l'après-midi ici, et c'est très animé. Donc, eh bien, je voulais avoir ta réaction à cela, compte tenu de ce que tu viens de dire, parce que nous avons eu des discussions sur la politique étrangère de la Chine. Et en ce qui concerne ceux qui affirment que la Chine n'en fait pas assez, je pense qu'ils ne comprennent pas les deux aspects très importants de cette question. D'un côté, la Chine fait face à ses propres menaces de guerre de la part des États-Unis, et bien sûr de l'Occident en général, qui mène une guerre hybride avec une importante composante militaire, préparant et ouvrant réellement la voie à un conflit catastrophique, en particulier du côté américain dans la mer de Chine méridionale. Il y a aussi bien sûr Taïwan, les Philippines. La liste est longue. C'est extrêmement dangereux, et la Chine y fait face. Guerre économique, pression diplomatique et autres formes de pression politique sur la scène mondiale auxquelles la Chine doit faire face. De plus, la Chine reste un pays en développement qui, avant tout, va privilégier le bien-être et l'intérêt du peuple chinois, ainsi que la poursuite de la croissance et du développement de sa société, bien entendu, avant les intérêts du reste du monde.
Mais la Chine ne voit pas non plus cela comme une question de tout ou rien. Elle le considère comme profondément lié. Et je dirais que la politique étrangère de la Chine, bien que non agressive, dans le sens où elle n'interviendrait pas directement, ni ne financerait, par exemple, la résistance palestinienne, ou n'apporterait, comme les États-Unis, l'OTAN et l'Ukraine l'ont répété tout au long de cette période, un soutien militaire direct à la Russie, agit à travers ses relations économiques, son initiative des nouvelles routes de la soie et divers autres projets pour atteindre, comme vous l'avez dit, une communauté de destin partagée avec ses partenaires commerciaux. Je crois que cela pose en réalité les bases d'une paix véritable et aussi de l'émancipation des peuples dont nous parlons. La Chine est engagée sur la question palestinienne. Elle souhaite voir la libération de la Palestine, mais elle ne peut certainement pas contrôler ce que font les États-Unis. Et si certains pensent que la Chine peut simplement rompre ses liens avec les États-Unis, ou même avec Israël, sans conséquences majeures, je pense qu'ils sous-estiment à quel point les États-Unis et l'Occident collectif peuvent être irrationnels et farouchement bellicistes. Je pense donc qu'il s'agit d'un argument un peu réducteur de dire que la Chine n'en fait pas assez. Mais j'aimerais connaître votre avis. Je veux dire, essentiellement, je pense que je suis tout à fait d'accord. Vous savez, l'ascension de la Chine au cours de la période de réforme et d'ouverture s'est entièrement fondée, d'une part, sur un développement pacifique et d'autre part, sur son intégration dans le système économique mondial. Et ces deux aspects sont étroitement liés. La paix a été la base du développement de la Chine. Et cela en dit long, et nous en avons souvent parlé, sur le fait que la Chine n'a pas mené de guerre depuis plus de 40 ans. Pendant une période où les États-Unis et leurs alliés ont littéralement été en guerre en permanence, au Vietnam, en Irak, en Yougoslavie, en Libye, en Syrie. La Russie, l'Ukraine. La Chine a donc utilisé cette période, plusieurs décennies de paix, pour concentrer véritablement ses efforts sur le développement économique et devenir une superpuissance scientifique et technologique, une superpuissance des énergies renouvelables. Et pour vraiment, vous savez, elle s'est établie au cœur de ce qui est désormais un contexte multipolaire très viable, avec les BRICS en son centre, avec l'Organisation de coopération de Shanghai, avec l'ASEAN, avec laquelle la Chine entretient d'excellentes relations, avec la CELAC, avec laquelle la Chine entretient d'excellentes relations, avec l'Union africaine, avec laquelle la Chine entretient d'excellentes relations, et même, vous savez, avec l'Union européenne. La Chine est le principal partenaire commercial de l'Union européenne. Ainsi, la Chine met en quelque sorte son argent là où elle met ses paroles en ce qui concerne un avenir à multiples facettes. Et cela repose, comme je l'ai dit, sur la paix, un contexte de paix. Cela repose également sur le fait de jouer le jeu de l'ordre économique mondial, du capitalisme mondial. En somme, la Chine est membre de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui est très controversé pour les gens de gauche. Mais la Chine a énormément bénéficié de son intégration à l'OMC. Le simple fait est que les Chinois vivent aujourd'hui dans des conditions presque inimaginablement meilleures qu'il y a 40 ou 50 ans. Et oui, il y a aujourd'hui beaucoup plus d'inégalités en Chine. Il y a énormément de capitaux privés, de l'exploitation de la main-d'œuvre, des chaînes comme KFC et McDonald's. Et tu sais, on a probablement croisé une porte de Starbucks en marchant. Mais tu sais, même si les inégalités se sont accrues, le niveau de vie au bas de l'échelle sociale n'a cessé d'augmenter. Au point que, si tu es pauvre en Chine, tu n'es pas seulement. En Inde, d'où vient ma famille, être pauvre signifie être pris dans une dette intergénérationnelle, ou vivre dans un bidonville périurbain, où tes enfants ne vont pas à l'école et où tu ne peux pas les en sortir, n'est-ce pas? Eh bien, la Chine n'a rien de tel. De plus en plus, on en arrive à un point
ou être pauvre en Chine, c'est être dans une situation bien meilleure que celle des pauvres à Londres. Ainsi, la Chine est devenue beaucoup plus forte sur les plans économiques, politiques et diplomatiques, et elle tire réellement profit de son modèle gagnant-gagnant, non seulement avec les pays du Sud global, mais aussi avec ceux du Nord global. Il ne fait absolument aucun doute que la Chine et le peuple chinois ont bénéficié de leur interaction avec les États-Unis. Et il ne fait aucun doute que les Américains en ont également tiré profit, n'est-ce pas? Oui, vous dites que c'est la même chose avec l'Europe. Ainsi, les États-Unis, les cercles dirigeants en Occident, et particulièrement aux États-Unis, voient la montée en puissance de la Chine, ils observent sa trajectoire et finissent, tardivement, par réaliser que cela ne s'arrêtera pas et que la Chine n'acceptera pas de rester dans une situation permanente d'économie subordonnée au bas de l'échelle économique mondiale, produisant des t-shirts et des jouets bon marché pour les Américains et les Européens. Et le plan de la Chine a toujours été de monter dans la chaîne de valeur, d'améliorer les conditions de vie de sa population et, sur la scène mondiale, de promouvoir la multipolarité et de créer une situation où les pays du monde entier peuvent exercer leur souveraineté et choisir leur propre voie de développement. Nous en sommes donc à un point où l'Occident cherche activement à perturber l'ascension de la Chine. Il constate que l'intégration dans l'ordre mondial a été un élément essentiel du succès de la Chine et que la paix a joué un rôle majeur dans cette ascension. Par conséquent, les États-Unis et les pays occidentaux veulent saper ces deux aspects. Ils veulent s'assurer que la Chine soit découplée de l'économie mondiale et qu'elle ne connaisse plus la paix très longtemps. Et rien ne leur plairait davantage que de pousser la Chine à entrer en guerre. Presque certainement à propos de Taïwan ou de la mer de Chine méridionale. Et c'est pour cela que nous assistons à cette militarisation croissante. En Corée du Sud, c'est pour cela qu'il y a 300 bases militaires dans le Pacifique. C'est pour cela qu'il y a le système de missiles THAAD déployé en Corée du Sud et à Guam. C'est pour cela qu'il y a 4 ou 5 nouvelles bases militaires aux Philippines. Il y a une nouvelle base militaire américaine à Darwin, dans le nord de l'Australie. Il y a littéralement des centaines de milliers de soldats et d'armes, y compris des systèmes d'armes nucléaires, déployés à Daegu, à Okinawa, à Guam, en Corée du Sud, en Australie, tous orientés vers ce projet global d'endiguement et d'encerclement de la Chine et vers la préparation à la possibilité de transformer une guerre froide en guerre ouverte. Voilà donc la situation régionale et mondiale très dangereuse à laquelle la Chine est confrontée. Et pour cette raison, elle doit jouer le jeu avec une extrême prudence, comme je l'ai déjà évoqué. Oui, nous savons que les États-Unis, leur orientation générale, vont se révéler très bientôt. Je ne sais pas quand cette vidéo sera vue par les spectateurs, mais soit la stratégie de sécurité nationale d'Elbridge Colby aura été publiée, soit elle ne l'aura pas encore été. Mais quoi qu'il en soit, elle est en cours d'élaboration. Et nous savons que l'administration Trump va donner la priorité à la Chine. Avoir quelqu'un comme Elbridge Colby au poste de sous-secrétaire à la Défense est un signe évident. C'est un faucon vis-à-vis de la Chine, un va-t-en-guerre. Et tout ce que vous avez mentionné fait partie de cette trajectoire, de ce plan, de cette politique, visant essentiellement à contenir et à détruire l'ascension de la Chine et à la ramener à ce qu'elle était pendant le siècle d'humiliation. Un pays faible, soumis et divisé. C'est très mauvais pour la Palestine. C'est très mauvais pour le monde multipolaire. C'est très mauvais pour la Russie et l'Ukraine. Les personnes qui s'intéressent aux questions de géopolitique et de développement mondial doivent comprendre que tout cela est lié. Le principal partenaire de la Chine en Asie occidentale est l'Iran. La tentative de détruire l'Iran concerne en réalité aussi la voie menant au renversement et au démantèlement
du processus politique et économique de la Chine. On ne peut rien dissocier de tout cela. Et vous l'avez dit plus tôt, pour ceux qui ont un problème avec l'approche de la Chine concernant la Palestine, nous voulons tous voir chacun agir avec le plus d'assurance possible, faire tout ce qu'il peut pour mettre fin aux conditions horribles et atroces de génocide dans lesquelles se trouve le peuple palestinien à cause de l'agression des États-Unis et d'Israël. Nous voulons tous voir cela. Mais il est important de comprendre que ce que la Chine parvient à faire dans des conditions mondiales en fait, je ne veux même pas utiliser le mot complexe, dangereuse, a fait une grande différence. En réalité, la Chine a montré la voie sur le plan diplomatique. Elle a pris la tête en adoptant une position très ferme en faveur de la résistance armée aux Nations Unies. Ce sont là des choses très importantes. Et la vérité, telle que je la vois, et vos remarques finales à ce sujet, c'est que, puisque nous venons du Royaume-Uni et des États-Unis, ou d'Angleterre et des États-Unis, et que nous vivons au cœur de l'Empire, le véritable problème, la racine du problème, ce que Poutine appelle les causes profondes de toutes les crises géopolitiques, économiques et mondiales auxquelles le monde est confronté. Et je crois souvent que ces critiques, que je considère simplement comme mal orientées, sont en réalité une manière de détourner l'attention du véritable problème et des causes profondes de tout cela. Alors, quelles sont vos dernières réflexions à ce sujet, maintenant que nous venons de quitter le centre commercial incroyablement animé de la ville ancienne et que nous nous trouvons dans un magnifique parc? Si vous savez où se trouve le tombeau, nous ne le savons pas. En fait, notre guide a dit qu'il y avait probablement un temple dans les environs, au même endroit. Il se pourrait donc qu'il ait été ici, juste avant nous. Mais oui, vos dernières réflexions avant notre départ. Oui, je pense que c'est juste. Les classes dirigeantes capitalistes, en période de crise, chercheront toujours des boucs émissaires. Et historiquement, c'est de là que vient le racisme. C'est là qu'il devient violent et qu'il se transforme en fascisme. C'est aussi de là que viennent la guerre froide et le macartisme, la peur du rouge sous le lit, etc. Tu sais, cette association de toute forme de sentiments progressistes aux États-Unis et en Occident en général, avec, les communistes russes rouges. Et nous allons voir, nous avons déjà commencé à le voir, qu'il y a un nouveau moment de rouge sous le lit en lien avec la Chine et le Parti communiste chinois, surtout aux États-Unis. Il y a un nouveau macartisme qui accompagne une nouvelle guerre froide. Et donc, la Chine va devenir le nouveau bouc émissaire pour tout ce qui va mal. On peut aussi observer cela dans des pays du Sud global qui ont certains différends avec la Chine ou qui subissent une certaine influence des États-Unis. Par exemple, en Inde, il y a également beaucoup de boucs émissaires désignés du côté de la Chine. Comme je le dis, les gens en Inde peuvent vivre dans un esclavage pour dette sur plusieurs générations, ne pas avoir de quoi manger ou leurs enfants ne pas aller à l'école. Malgré cette croissance économique massive dont on entend toujours parler. Oui. Et vous savez, ils peuvent être amenés à croire que la Chine a quelque chose à voir avec ces problèmes. Tout cela alimente donc la nouvelle guerre froide, et c'est une guerre de propagande, qui est en fin de compte une propagande de guerre. Il s'agit d'obtenir le soutien du public pour une attitude agressive envers la Chine. Et il est vraiment important que les gens restent vigilants à ce sujet, qu'ils soient ouverts à la compréhension de ces dynamiques et qu'ils travaillent réellement à mieux connaître la Chine et à construire une amitié entre les peuples avec la Chine. Comme je l'ai dit, les personnes qui se soucient de l'environnement doivent prendre exemple sur la Chine. C'est là que les choses se passent. Ceux qui se préoccupent d'égalité, de souveraineté, d'équité, de justice et de relations internationales devraient regarder vers la Chine. La Chine montre la voie dans ces domaines. Les sujets qui tiennent à cœur aux gens,
la réduction de la pauvreté. Aucun pays dans l'histoire n'a fait autant que la Chine à cet égard. Ce n'est pas seulement nous qui le disons, c'est l'Organisation des Nations Unies. Ce que la Chine a accompli en matière d'éradication de l'extrême pauvreté est sans précédent dans le monde, à toute époque. Nous devons donc comprendre cela et veiller à ne pas agir du même côté que nos forces dirigeantes. Nous devons reconnaître que la Chine n'est pas notre ennemi. Ce sont nos forces dirigeantes, ce sont les impérialistes qui sont notre ennemi. Nous partageons le même ennemi que le peuple chinois. Et vous savez, nous sommes allés à Chongqing hier. Nous avons visité des mémoriaux et des musées vraiment intéressants, notamment sur les massacres de prisonniers perpétrés par le Kuomintang au milieu et à la fin des années 1940, juste avant la libération de la Chine, donc vers 1947 ou 1948, par le Kuomintang, travaillant en alliance avec et sur la base des renseignements des États-Unis. C'était vraiment intéressant, car nous étions les seuls étrangers à ces mémoriaux, et il y avait probablement 10 groupes scolaires différents, des centaines et des centaines d'enfants, ainsi que des groupes de retraités. Et c'était intéressant de voir à quel point même ces jeunes, jusqu'à 7 ou 8 ans, je dirais, sont liés à leur histoire, et dans quelle mesure ils reconnaissent et apprécient les sacrifices faits par cette génération, celle qui a apporté la libération à la Chine. Ils le ressentent encore. Ils savent qu'ils vivent bien aujourd'hui, et que s'ils vivent bien aujourd'hui, c'est parce que les générations avant eux ont fait des sacrifices. Leurs ancêtres ont fait des sacrifices. Alors, ils ne se laisseront pas berner par la propagande impérialiste. Ils ne tomberont pas dans les absurdités de la CIA ou des États-Unis. Ils vont soutenir leur gouvernement. Et on peut le voir dans cette récente guerre tarifaire, n'est-ce pas? C'est comme si tout le pays s'était uni pour soutenir son propre gouvernement, sa propre économie, ses propres entreprises. Ils se disent, d'accord, vous allez nous imposer des tarifs? Très bien, nous allons en quelque sorte boycotter les marques américaines et soutenir nos marques locales, parce que nous soutenons notre pays avant tout, n'est-ce pas? Ils sont liés à cette histoire. Nous ne devrions pas, ils ne se laisseront pas tromper par les classes dirigeantes américaines et britanniques, et nous non plus. Ouvrons les yeux. Intégrons-nous à la classe ouvrière mondiale, au mouvement anti-impérialiste mondial pour un avenir multipolaire fondé sur l'indépendance, l'équité, la prospérité et la durabilité. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un excellent moment pour conclure. Je suis ici avec Carlos à Chengdu, cette magnifique ville ancienne. Suivez-le. Friends of Socialist China. Allez voir ce site web. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et oui, je pense que tout ce que tu as dit, Carlos, résume parfaitement la situation. Il faudra qu'on refasse ça dans une autre vidéo. Cela illustre vraiment ce que je considère comme un déclin de notre sphère d'influence mondiale. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Occident, et la montée de la Chine, et plus largement celle de la multipolarité. Tous ces points que nous avons abordés, même malgré les terribles souffrances que nous voyons en Asie occidentale et en Europe de l'Est, en Ukraine, malgré toutes ces souffrances, les sanctions, l'horrible cruauté et la violence que cet empire impose, je pense que nous voyons le monde s'en libérer à sa manière. Et c'est quelque chose que nous devrions soutenir et vraiment mettre en avant, afin d'éviter ce que je considère comme un pessimisme et un cynisme inutiles, qui ne mènent à rien d'autre qu'à la souffrance et à une rechute dans l'étreinte de cet empire en déclin. Mais Carlos, nous en reparlerons bientôt. This collapsing empire. But Carlos, we'll talk again soon.